Yann, bonjour et bienvenue sur, BlockX. Tu es aujourd'hui, consultant indépendant sur des problématiques, de monnaie institutionnelle dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter, ton parcours un peu succinctement, et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour à toi, donc Yann Le Floch, moi je suis ingénieur généraliste, j'ai été banquier pendant 13 ans en CIB, banque d'affaires au sens large du terme. Je me suis intéressé, assez tôt au sujet de monnaie digitale, disons il y a une quinzaine d'années, d'abord en mode centralisé, ensuite quand le bitcoin est apparu et puis ça m'a permis de terminer ma carrière en banque d'affaires dans le blockchain lab de la CIB de BNP Paribas, sur des thématiques qui consistaient à développer des projets crypto et blockchain, à évangéliser, à essayer de construire un certain nombre d'éléments. Et depuis 4-5 ans, je suis indépendant et je me suis concentré principalement sur les thématiques de monnaie institutionnelle, comme tu l'as mis en avant, ou pour les banques, ou pour les États, ou pour les banques centrales. J'ai pu conseiller, travailler avec différentes banques centrales, je suis toujours sur ces éléments-là qui sont de plus en plus d'actualité, même s'il y a des prismes de vues différents et des rapports différents. Donc mon arrivée dans la blockchain, la blockchain à proprement dit, je dirais que c'est la publication dans The Economist en 2015 de The Trust Machine, qui quelque part a mis le feu aux poudres sur l'aspect blockchain institutionnellement, au niveau du World Economic Forum, au niveau des médias, et qui a créé la force, un peu la hype, la vague de l'écosystème crypto et blockchain à ce moment-là, son institutionnalisation médiatique en quelque sorte. Et les digital monnaies, c'est le milieu des années 2000 à peu près, avec des réflexions aussi sur les monnaies intelligentes, les monnaies programmables à l'époque. Je suis pas tout jeune sur les blockchains 2015, mais très très ancien, enfin très ancien. Je m'entends, hein, en tout cas, j'ai une certaine expérience sur les monnaies digitales, notamment avec des aspects principalement économiques et financiers. Je suis un homme produit en quelque sorte de la finance et de l'économie, euh, plutôt que sur les aspects tech, même si en tant qu'ingénieur de formation, évidemment, je comprends ces sujets, je m'y intéresse, mais je suis pas un développeur ou quelqu'un qui va monter une ferme de mining près d'un lac en Ouganda, voilà. Yes, bah, justement problématique de monnaie institutionnelle, banque centrale, banque commerciale, État. Est-ce que tu pourrais, voilà, faire un petit état des lieux des enjeux aujourd'hui vis-à-vis, des monnaies digitales, des monnaies numériques, des crypto-monnaies en général? Les enjeux, comment aussi banque centrale, banque commerciale et État peuvent être, liés, s'il te plaît? Disons que bon, la monnaie, c'est un peu le cœur de l'activité économique, en tout cas un des outils principaux de l'activité économique. On regarde souvent la monnaie comme étant un moyen de paiement. Nous, en tant que citoyens, au quotidien, ça nous aide comment dire, à payer nos biens et nos services. Et puis, ça aide aussi à recevoir ces salaires au sens large du terme, ces facturations. Alors, au-delà, les questions qu'on se pose moins dans l'économie au quotidien comme citoyen et qu'on prend un peu de recul au niveau macroéconomique, c'est la question de la création monétaire. Et sur ce sujet-là, les monnaies digitales peuvent avoir un impact important. Euh, on l'a vu au travers du Bitcoin, avec un algorithme extrêmement fin qui permet de créer des Bitcoins et créer de la valeur au travers du mining et du proof of work. C'est aussi le cas au niveau, évidemment, des monnaies de banque centrale. On l'a vécu, que ce soit notamment au travers des 10 programmes de quantitative easing, d'impression monétaire conséquents pendant la période Covid, même avant d'ailleurs, hein, depuis disons une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. On voit que ça peut avoir un impact sur la vie au travers de l'inflation, que c'est pas neutre. Il y a beaucoup d'argent, des milliers de milliards qui ont été créés tant par la Banque centrale européenne que par la Fédérale Réserve américaine du dollar. Et donc, ça, on peut se poser la question de savoir mais comment est créé l'argent, pourquoi, comment s'oriente l'argent au niveau des banques, des fonds, une fois que c'est créé, où ça va, euh, et pourquoi ça va là, et pourquoi ça va pas ailleurs, et quel est l'impact, est-ce que ça crée de la valeur économique, où va la richesse, euh, a priori. Donc c'est vraiment l'origine, moi, des questionnements que j'ai pu avoir, même il y a 10-15 ans, quand j'étais jeune banquier, sur la question monétaire. Et donc, pour parler des sujets de digital monnaie au sens strict et de 10 euros, 10 dollars, d'euros,
d'Irwan, d'Irouble, dont on entend parler, et aussi certaines initiatives, un certain nombre de, comment dire, de pays africains notamment, ou comment dire, en Amérique latine, en Asie. C'est que il y a deux options de manière d'analyser ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont très basés sur le Bitcoin ou la crypto en général, mais avant tout le Bitcoin, qui considèrent que seul le Bitcoin peut être un complément aux monnaies traditionnelles de banque centrale. Et il y a une autre approche qui consiste à dire qu'une banque centrale a aussi des vertus, mais elle pourrait être peut-être plus décentralisée, elle pourrait suivre des règles plus démocratiques, elle pourrait créer de la valeur par des monnaies digitales programmables qui puissent créer d'autres types de valeurs que de la création de richesses synthétiques de croissance, hein, enfin, c'est-à-dire la création de biens et de services a priori marchands, mais on pourrait aussi créer des valeurs complémentaires, environnementales, sociétales, distribuer des gouvernances, créer des chaînes de valeur économiques avec des gouvernances plus équilibrées ou plus partagées, où la redistribution ou la distribution serait plus liée à des problématiques plutôt de marché de gouvernance que de compétition, à proprement dit. Et moi, je m'inscris un peu dans ces logiques-là et ces philosophies-là. Donc, l'état des lieux aujourd'hui, ben, on sait qu'il y a des projets de 10 dollars, 10 euros. On nous annonce que ça sera dans 2-3 ans, tous les 2-3 ans, enfin tous les ans même. Donc, ça a du mal à avancer. Politiquement, comment dire, il y a un certain nombre d'impacts du monde crypto aussi sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, la faillite de FTX, ça fait dire à certains qui ne s'intéressent pas trop au sujet dans des institutions, bon, bah, les cryptos, c'est pas bien, en fait, il ne faut pas faire ça. Alors que c'est juste un problématique d'effet de levier et de mauvaise gestion qu'on peut observer dans toutes les activités économiques, ou humaines d'ailleurs, en général. Et donc, ça peut créer des effets de gel à certains moments de projet. Et puis, bon, il y a aussi une problématique, ce qui est que les monnaies digitales permettent de réaliser beaucoup d'options complémentaires sur la gouvernance économique. Je suis pas sûr que tout le monde ait envie d'avoir une gouvernance plus politique au niveau de l'économie. Euh, Ça peut avoir des très bons côtés et aussi des mauvais côtés. Puis je dirais qu'un dernier point, c'est que l'Iran avance beaucoup et qu'au niveau du très très haut bilan de la gouvernance mondiale, il y a une forme de consensus pour dire que l'Iran, c'est très bien, notamment au travers du CIS, qui est un comité économique à Singapour, qui, quelque part, géopolitiquement, sur certains sujets de fond, prend un peu le lead par rapport à la Fed sur certaines problématiques, avec des leaders de la Fed, enfin des leaders, disons, je dirais, de gouvernance du système dollar, qui quelque part se reconcentrent désormais plus sur l'Asie, avec cette promesse, en tout cas pour eux, que la croissance et les croissances de demain seront plus sur cet écosystème monétaire, et donc l'accroissement de leur richesse sera plus sur cet écosystème monétaire. Bon, c'est différentes mises en perspective. J'ai répondu de manière un peu large à ta question. Voilà comment je vois les choses, disons très brièvement. OK, non, très intéressant. Justement, avec, alors c'est pas forcément, lié, qu'au Covid parce que, bah, depuis 2008, on se traîne quand même, le quantitative easing, l'impression monétaire, qui est Exact. parti énormément en vrille avec des milliers de milliards qui ont été imprimés, depuis 2020, hein, globalement, Ouais, ouais. avec, toutes les répercussions par inertie qui arrivent, qui ont été aussi énormément déversées dans, on va dire, dans la finance traditionnelle avec les excès Mm. qu'on a pu voir et qu'on est aussi en train de purger, aujourd'hui. À travers ça, pour pouvoir, réconcilier, reconstruire le socle, le bâti, économique et financier, dans le monde globalement, je pose la question un petit peu large. Est-ce que pour toi, et je pense que, comme tu l'as dit en Chine, aussi aux US et en Europe, on s'y intéresse beaucoup, les enjeux vont être de pouvoir basculer, sur des systèmes. Alors évidemment, ce sera pas tout blanc ni tout noir, il y aura toujours la main sur, ces fameux CBDC, qui ont aussi un enjeu énorme avec l'euro numérique, le dollar numérique, Bien sûr. le yuan numérique. Aujourd'hui, comment ces continents-là, donc je parle vraiment, US, Asie et Europe, comment ils se positionnent? Est-ce que nous, en Europe, on est vraiment en retard par rapport à ça? Sachant que le yuan, il est sorti, le yuan numérique, bon, qui est pas du tout la vocation de la décentralisation et de tout ça, mais qui, à la fois, est implémenté, depuis quand même déjà maintenant, 1 an ou 2. Comment tu vois les Ouais. choses? Alors, moi, disons que j'ai envie de partir du citoyen d'abord. Il y a beaucoup de citoyens face à ces notions de monnaie digitale de banque centrale, ils ont peur. Parce ils nous disent on va être contrôlé, on va rentrer dans un système autocratique plus marqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment chez les gens qui
qui sont pas spécialistes de ces sujets-là et qui analysent, peut-être au travers de tes auditeurs, ce type de sujet. Mais même dans l'écosystème blockchain et crypto, d'ailleurs, il y a une peur par rapport à la confidentialité, au contrôle, à la liberté. Et je pense que cette peur, elle est légitime. Et disons qu'au niveau du citoyen, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que par rapport à ces technologies, on peut faire tout et son contraire. On peut protéger la confidentialité et on peut aussi fliquer sur tout et n'importe quoi à chaque individu. On peut garantir un système plus équilibré en termes de répartition de la valeur et du pouvoir économique. On peut faire aussi tout l'inverse. Donc les craintes sont légitimes, mais attention, c'est des outils duals. On peut couper avec un couteau, comme on dit vulgairement, on peut couper du beurre, mais on peut aussi voilà, faire autre chose, couper la main, ou avec un marteau, blesser quelqu'un, ou planter un clou. Bon, ouais, c'est vraiment ce type de problématique. Donc mais la vigilance est de mise. Ensuite, sur les aspects, si on ne regarde pas le citoyen, si on regarde la gouvernance qui décide de ce type de sujet, nous, l'Europe, on a un certain nombre d'initiatives, mais il faut savoir que sur tout ce qui est comment dire, les sujets monétaires par usage, que ce soit la Commission européenne ou la BCE, n'a pas, sur des sujets très stratégiques, une totale indépendance vis-à-vis de la Fédérale Réserve, pour des raisons politiques. Donc, ce n'est pas nécessairement cristallin dans les textes, mais les usages des réseaux de gouvernance occidentaux fait que il n'y a pas une liberté totale, tout comme, si on faisait un parallèle, les banques centrales africaines n'ont pas une liberté totale par rapport à la France et à la Banque de France et à la BCE sur les sujets africains. Donc ce qui est vrai pour l'Afrique vis-à-vis de la France et de la BCE est aussi vrai à certains égards pour la BCE vis-à-vis de la Fed. Je n'ai pas dit sur tout, mais sur des sujets ultra stratégiques. Donc je pense que si on parle de l'Europe et de nous en Europe, notre liberté d'initiative, de prise d'initiative, elle est un peu contrainte pour des raisons politiques, dans le sens, je dirais, de haut de bilan. Ensuite, donc, il y a donc un bloc, je dirais, plus occidental avec le dollar et un bloc plus de l'Est avec la Chine associée à la Russie sur le rouble numérique. Je dirais que dans ce jeu-là, chacun s'observe et puis on peut observer, alors, il dit dans certains milieux de renseignement ou d'intelligence économique que les confrontations qu'on peut observer militairement aujourd'hui sont le fruit des confrontations de zones monétaires, de la zone monétaire qu'on vient d'évoquer, entre un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Est-ce que c'est vrai? Euh, Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais ça revient en écho dans beaucoup de ces réseaux, et je dirais, quels que soient les drapeaux d'ailleurs. Donc, Ouais. voilà. Donc, beaucoup, c'est plus que comment dire, des signaux faibles. Voilà, il y a une tendance forte sur ce sujet-là. Donc, en fait, on vit ces confrontations-là qui se matérialisent par des guerres. Ça sera peut-être aussi à un moment le cas. On parle beaucoup de Taïwan, mais bon, c'est des sujets très complexes, mais disons qu'il y a une raison de rentrer en guerre, tout comme il y a le charbon, fut un temps, 14-18, entre la France et les Allemands. Enfin, les raisons économiques ont des raisons, on le sait, importantes dans ce type de confrontation. Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre, et là, on est en plein dedans, quoi. On est en plein Donc, dedans, ouais. ouais. Donc, ce que j'en pense, moi, c'est que d'un point de vue, si l'Europe avait une totale liberté d'entreprendre, l'Europe aurait beaucoup à faire parce que culturellement, elle a la frontière culturelle entre ces deux mondes, en quelque sorte. Je dirais une Amérique historiquement protestante, où il y a une liberté de l'argent forte, une liberté de l'entreprendre, un certain nombre de philosophies économiques qui ont créé le capitalisme politique, sur la maximisation du profit, sur le self-made man. Bon, je fais un méli-mélo un peu, comment dire, des grossiers, mais voilà, ce monde anglo-saxon, en quelque sorte, protestant, euh, et puis, historiquement en tout cas, et puis un monde de l'Asie où on est comme tu le mettais en avant, quelque chose de beaucoup plus centralisé, avec un rapport à l'économie réelle pour des raisons historiques du développement économique de ces 10 dernières années, qui est beaucoup plus fort. Nous, on a construit des économies sur la confiance, sur les services, sur des effets de levier, et à l'Est, que ce soit en Russie ou en Chine, ils ont construit sur le savoir-faire et sur le faire. Donc le faire leur a permis d'acquérir du savoir-faire. Et nous, pendant qu'on croyait faire, comment dire, garder notre savoir-faire, on a surtout basé notre économie sur du faire savoir. Et ce qui est classique de dire ça, mais c'est bon de le rappeler. Et donc je pense que quelque part notre force monétaire derrière, elle est profondément liée aussi à ces petits jeux de rhétorique de forme, mais qui ont leur poids, parce que
Aujourd'hui, le faire savoir, c'est un euro-dollar, je dirais, qui est très puissant, mais qui est un géant au pied d'argile. C'est-à-dire que le faire savoir, c'est que c'est beau à l'extérieur et à l'intérieur, parfois, ça l'est moins. Et on entend, par exemple, on connaît le montant de la dette des pays occidentaux et notamment des États-Unis par rapport au son PIB, donc c'est des montants colossaux. On sait qui détient la dette américaine, notamment les Chinois, principalement les Chinois. Et c'est aussi vrai sur les actifs financiers, equity, actions. C'est-à-dire que la plupart des grandes sociétés américaines, si on consolide l'ensemble des positions asiatiques, en particulier chinoises, sur les grandes sociétés, elles possèdent plusieurs dizaines de pourcents sur un certain nombre d'acteurs. Donc on se trouve dans une situation où on a eu pendant un certain temps une force du faire savoir, mais le savoir-faire est ailleurs, et aussi au point de vue de la puissance monétaire, et le savoir-faire est ailleurs. Donc on est dans un jeu d'équilibre où s'il y avait une confrontation forte entre un bloc de l'Est et de l'Ouest, la finance de Wall Street, pour parler un petit peu de manière caricaturale, alors de la City certes aussi, mais je veux dire de Wall Street et de la City, et donc par extension, cette finance anglo-saxonne, elle pourrait être rapidement, comment dire, balayée. Balayée, s'il y avait une attaque dans ce type de situation, ça serait quoi? Ce serait des ventes à perte pour des raisons stratégiques, et un emballement de marché qui arriverait à une destruction de beaucoup d'actifs financiers. Ça, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui dans un certain nombre de réseaux, donc c'est des choses qui sont probablement étudiées à très haut niveau, de ce type d'attaque financière. C'est des choses que, je dirais, le quotidien du banquier ou du financier occidental n'a pas vraiment en tête, mais ça pourrait exister, et il n'y a pas nécessairement besoin de se montrer pour faire ça. Il suffit de travailler avec des officines qui soient des fonds de fonds, voilà, et puis vous pouvez lancer une panique rapidement. Et c'est des choses qui ont été utilisées aussi dans le passé par la finance occidentale. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un agent américain qui avait participé à l'attaque des devises argentines dans les années 90, un jeune trader à l'époque, probablement ton âge, une trentaine à peu près. Et donc, il était là pour vendre à perte des devises et shorter pour créer des paniques. Et ils étaient une équipe à travailler là-dessus. Et pourquoi? Parce que l'Argentine voulait un peu faire son indépendance sur un certain nombre de sujets politiques et monétaires. Et donc, voilà, donc est-ce que ça pourrait arriver à Wall Street, au taureau surpuissant? Oui, c'est possible. Donc, pour revenir à sujet des monnaies digitales, dans ce cadre-là, bah, les monnaies digitales sont un peu le miroir de ces monnaies, comment dire, traditionnelles. Et bah, il y a vraiment une capacité à innover en couplant innovation financière, innovation politique et économie au sens traditionnel, force économique. Les Chinois l'ont bien compris, ils le font. L'Europe et les États-Unis sont attentistes, à mon sens. Et je pense qu'ils ont tort parce qu'aujourd'hui, on est des géants au pied d'argile. Toute la force de notre économie est basée sur de la dette, sur la puissance de notre capital historique financier. On a aussi de la vraie économie, hein, je rassure, on le voit, mais une grande partie est basée sur de l'économie de confiance. Et donc, il y a vraiment de l'innovation très forte qui pourrait être faite pour revenir à un certain nombre de fondamentaux. Les monnaies digitales pourraient permettre de revenir à des fondamentaux économiques plus forts en faisant une transition entre un monde extrêmement financiarisé et un monde où on réapprend à faire et à utiliser notre savoir-faire. Mais ça doit rentrer dans un cadre de volonté politique. Et pour l'instant, je dirais que ce qui a l'air de prévaloir au niveau occidental, c'est une forme de peur, de crainte, qui cristallise les états d'esprit, qui minéralise les états d'esprit, plutôt que de dire on va de l'avant, on tente, on essaye, on innove, qui était l'ADN de l'Occident pendant très longtemps. Et j'aimerais bien faire un parallèle avec une petite comment dire, perspective humoristique qui se fait à Londres parfois, mais chez les banquiers des salles de marché, où ils disaient, voilà, avant la crise de subprime, j'allais voir mon boss, je lui disais, j'ai une idée, il disait, why not? Désormais, je en salle des marchés à Londres, je vais voir mon boss, j'ai une idée, il me dit: «Why?» Et c'est un peu bête, mais je pense que voilà, ne plus se questionner sur des solutions possibles, des innovations possibles, permises aux monnaies digitales en tant qu'Européens et occidentales, c'est probablement une erreur parce qu'en face, on a des colosses aux pieds de béton armés économiquement, qui sont en capacité de nous faire plier s'ils en décident ainsi très rapidement. Alors, pas de panique, hein, attention, je dis pas que ça se ferait, mais, mais voilà, je pense qu'il y a un peu plus d'audace, j'aurais envie de dire de French flair, comme on voyait dans le rugby il y a quelques années. Voilà, je pense qu'il faut oser dropper un peu, et ça se fait pas suffisamment. On travaille trop sur le physique, quoi. Voilà. Il faudra un jeu D'accord.
plus ouvert, plus artistique, je pense, D'accord. sur ces Ouais, je vais revenir justement sur le rôle des États dans ce pouvoir de la monnaie globalement, qui est aujourd'hui ouais, très centralisé entre, Fed, BCE et Banque centrale de Chine, mine de rien. À ces ouais, 3 là qui représentent un pouvoir, monétaire, mais in fine de tout ce qui va se passer, dans la vie. Quel est, quand on voit qu'en fait, la blockchain, les monnaies digitales vont permettre, par exemple, de, tokeniser la finance d'actuelle pour, la rendre, par exemple, beaucoup plus liquide. Donc ça va venir vraiment ouais, que ça soit, enfin, des actions, de la dette, des obligations. ouais, Est-ce ouais. que déjà, ça va permettre est-ce que ça pourrait permettre d'avoir un système macroéconomique entre les pays plus sain à travers cette liquidité qui va arriver? Et de 2, qui est un petit peu, pour après, quel est la rôle des États, éventuellement des banques commerciales, même si je les sens pas non plus très, présentes là-dessus, mais les rôles des États pour ne pas que cette décision-là soit aussi importante, sur la transition, sur une monnaie, digitale, soit réservée, à la BCE, à la Fed et à la Banque centrale de Chine qui sont, 3 institutions quoi, qui contrôlent tout. Ah, je vais essayer de répondre, de dire des choses sans les dire, sur ces sujets-là. Bon, on sait tous qu'on est a priori dans un système, capitaliste, dans lequel il y a un certain nombre de gouvernances de pouvoir, dont les États font partie, dont les très grandes entreprises font partie, dont les très grandes banques font partie, dont, les grands pouvoirs historiques, du capitalisme font aussi partie. Donc j'appellerais ça, disons de manière un peu, grossière, l'ordre financier, l'ordre capitaliste, on y comprend ce qu'on a envie d'y comprendre, on y voit ce qu'on a Oui, envie d'y voir. Moi, je suis pas là pour débattre de ces sujets-là. Donc dans cet ordre, je vais dire financier ou monétaire, bah, le pouvoir de création monétaire est très important. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des accords, mais il y a un pouvoir extrêmement fort, comme tu le mets en avant, au travers de ces sujets de digitalisation de la monnaie, de tokenisation des actifs, avec des choix politiques, enfin des choix, disons, technologiques et techniques qui peuvent avoir des impacts politiques dans la vie des citoyens qui soient très forts. Et à mon sens, ce type d'élément pose, parce qu'une monnaie programmable, bah, elle a en quelque sorte une intelligence de vie dans l'économie, elle n'est pas juste bête et minérale, donc ça pose des questions politiques. Et donc ça pose probablement la question du rapport de l'émission monétaire et de l'ordre monétaire avec la démocratie, en tout cas de mon point de vue. Après, on peut considérer que la démocratie, c'est le moins bon des systèmes de gouvernance. On considère que c'est plus un bon système de gouvernance. On entendait récemment un politique de premier rang en France dire qu'il fallait se détacher en quelque sorte de l'esprit des Lumières. Donc peut-être qu'on considère que c'est plus la référence, hein, ou ces philosophies. Mais si on pense en tant que citoyen que la démocratie, ça a de la valeur, alors se pose la question d'une certaine démocratisation de ces problématiques monétaires. Et ça pose aussi une problématique qui est peut-être la démocratisation de l'ordre financier. Parce que on sait que la plupart des États, il y a quelques jours, on voyait des articles en France qui disaient que, compte tenu de l'état de la dette de la France par rapport à son PIB, le FMI commençait à regarder, comment dire, la France. Donc, on sait ce qui s'est passé avec la Grèce en 2011, notamment à partir de 2011. Donc il y a un ordre, il y a des instances supérieures de régulation, le FMI, la World Bank, la BRI pour les banques centrales, la Banque des règlements internationaux, euh, qui ont un rôle très important et qui ont beaucoup de pouvoir sur un certain nombre de décisions. Et donc ça pose, comment dire, pourquoi ces institutions auraient plus de pouvoir que la démocratie sur certains égards. oui, Pourquoi dans un monde capitaliste, ces institutions ont plus de pouvoir qu'un parlement ou qu'un président? On l'a vu, je parlais de l'Amérique latine tout à l'heure, on sait que c'est aussi le cas en Afrique. Puis ça a une question complémentaire qui est que, mais pourquoi ces institutions, avec les banques centrales, euh, ont une forme de droit d'émission monétaire? Pourquoi? Selon quelles règles? Pourquoi voilà. Donc, à mon sens, il y a un questionnement fort de politique, mais dans le bon sens du terme, politique sur la gouvernance et politique sur la forme que peut prendre la digitalisation de la monnaie, la politisation de la monnaie. Et tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, il est probable que les évolutions possibles aillent vers
un certain conservatisme sur la décision de la monnaie. S'il y a une ouverture sur ces questions-là, déjà poser ces questions, on le fait assez peu. Poser la question de l'ordre capitaliste, en quelque sorte, on le fait assez peu. On est dans notre quotidien et on dit souvent les États. Les États. Ça, c'est assez marrant. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais c'est vrai pendant longtemps, on nous a dit que les banques centrales sont indépendantes des États et elles demandaient aux États pendant des années de faire attention à leurs dépenses publiques. Et elle disait, nous ne sommes pas là pour financer les États, c'est dans les statuts d'ailleurs du traité de Lisbonne, nous n'avons pas le droit de le faire, nous ne pouvons pas financer les États, mais nous sommes là juste pour gérer la stabilité des prix et puis sécuriser, comment dire, le cadre économique et financier. Et puis arrivé un certain nombre de crises où là, le système financier était en danger, il y a 10-15 ans, et voire même le système économique dans sa totalité avec la crise du Covid, parce qu'il y aurait eu des faillites de grosses sociétés, de grandes banques, sinon, voire d'États. Et là, la Banque centrale a un rôle actif, très actif, comme tu le rappelais, dans le quantitative easing, sur des milliers de milliards, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour soutenir l'ordre capitalistique, enfin la pyramide capitalistique. Pour Mmh. de bonnes raisons, probablement, sinon ça serait le chaos. Mais c'est assez amusant parce qu'on nous a toujours dit qu'ils étaient indépendants, et puis quand ils sont dans un rôle politique actif d'un point de vue économique, on nous dit c'est les États. C'est plus la Banque centrale, c'est les États. Alors il y a un jeu, comment dire, de rhétorique, mais qui est assez intéressant parce que quand la Banque centrale est indépendante, on, on nous met en avant qu'elle est indépendante, et quand elle n'est pas indépendante, on nous met en avant que c'est pas eux qui décident, c'est les États. Enfin, il faut être assez fin pour comprendre. Donc ça amène quoi? Ça amène au réseau de gouvernance du capitalisme, tout ça. Et c'est une réalité physique. Je ne dis pas que c'est unique, je ne dis pas que c'est cristallin, je ne dis pas que c'est déterministe. Tout groupe social, aujourd'hui, qu'on peut avoir dans un club de sport, entre amis, en famille, enfin, il y a des accords, des désaccords, mais il y a une réalité d'ordre de pouvoir. Et pour revenir au sujet des monnaies digitales, en tout cas pour l'Occident, il y a des questions de fond à se poser. Et pour ce qui est le bloc de l'Est et de la Chine notamment, je veux dire, nous, on n'a pas a priori de questions à se poser là-dessus directement, mais il peut y avoir, disons, une certaine faiblesse des Occidentaux et du capital occidental à préférer choisir des perspectives de croissance fortes et d'accumulation de richesses fortes qu'à se poser des questions de fond pour rééquilibrer la société occidentale sur des fondamentaux économiques et financiers plus équilibrés. Voilà. Ouais. Bah, parce que le tournant qu'on est en train de prendre avec l'inertie que ça a, bien évidemment, le but du jeu, ce sera idéalement, hein, bien évidemment, de ne pas réitérer, les modèles, qui ne fonctionnent plus qu'on a fait aujourd'hui, et je ne dis pas que ce soit facile de le faire. C'est très tentant, comme tu disais, hein, de reproduire sur la blockchain, toutes ces avec grâce aux monnaies digitales, un petit peu ce système-là qui est quand même bien ancré, mais qui à la fois s'épuise, et de réussir maintenant qu'en plus la blockchain permet, de complexifier, de faire des choses qui sont quand même, d'ingénierie financière extrêmement pertinentes, de Ouais. réussir à faire quelque chose de plus sain, de plus viable sur le long terme. Et du coup, ma dernière question, c'est un petit peu ça. Pour toi, quels sont les enjeux? Alors là, je laisse un petit peu la porte ouverte, les enjeux majeurs sur, allez, je ne vais pas aller trop loin, de toute façon, tu as pas de boule de cristal, mais c'est vraiment des hypothèses avec, ton spectre, en termes de, les enjeux, au niveau soit des banques centrales, soit de la blockchain, soit de l'adoption, évidemment avec ces lunettes que tu as de monnaie institutionnelle. Quels vont être les enjeux majeurs? Pour moi, le vrai enjeu de fond, c'est qui décide, et c'est quelque part le pouvoir. Et est-ce qu'on va réussir quelque part il y a un besoin aujourd'hui d'un monde économique plus équilibré. L'Est dit, vous avez dominé pendant des décennies, à notre tour de dominer. Ce à quoi les autres répondent, hors de question, guerre. Mais c'est ça, concrètement, qui se passe. Et puis, il y a des pays comme, enfin, il y a des zones comme l'Afrique qui disent, et nous aussi, on a le droit de participer de manière plus fair-play et de manière tout à fait légitime, parce que quand on voit le franc CFA ou un certain nombre d'actifs économiques et de règles économiques pour les devises africaines, c'est humainement scandaleux. Donc, pour moi, l'enjeu, il est un enjeu de gouvernance, et j'en parlais récemment, d'âme de la gouvernance. C'est-à-dire que si on considère qu'on est dans une période où il faut créer plus d'équilibre, à quelque chose de plus sain, que ce soit au niveau mondial ou à des niveaux nationaux, on est en capacité de le faire grâce à toutes les technologies que tu mets en avant. Mais la vraie question de fond, pour moi, elle est, est-ce qu'on va se faire la guerre ou est-ce qu'on va créer une forme d'olympisme économique et financier? Et ce qui amène les gens
Est-ce que c'est possible? Mais encore faut-il, là, récemment, on célébrait, je crois que c'est, oh, je sais plus si c'est 80 ans ou 90 ans, mais de la création, enfin, du grand annonce qu'avait fait Pierre de Coubertin sur l'olympisme sportif, qui arrivait dans des périodes de confrontation guerrière forte, avec de nombreux morts et autres, millions de morts. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec les tensions très fortes qu'il y a, on peut créer de l'olympisme économique et financier dans un esprit très fraternel et au sens large du terme, hein, j'entends, au niveau de l'économie et de la finance, oui. Mais pour que cela se fasse, il faut que les décideurs aient l'envie de le faire et c'est quelque chose de profondément politique. Pour moi, l'enjeu, il n'est pas technique, parce que techniquement, on peut tout faire. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'écosystème crypto. Euh, le but, c'était de faire une alternative plus saine. Ça a un peu marché. Et au final, on est passé d'un monde de la finance traditionnelle qu'on critiquait pour des rendements attendus de 15, 20, 30% par an sur des fonds, à une finance crypto où à un moment, l'objectif c'était 15, 20, 30% par mois de rentabilité. Donc là, on se dit, non, mais on a raté quelque chose. Donc moi, la boule de cristal, j'en ai pas. Je pense que l'idéal, si on parle d'olympisme, on parle de quelque part à la fois de compétition, mais aussi de collaboration et de respect et de fair play en quelque sorte dans le sens positif que ça peut avoir. Et donc je pense que est-ce qu'avoir du fair play économique c'est possible? Est-ce qu'avoir une forme de collaboration tout en ayant en compétition, oui, que ce soit à l'échelle d'une nation, que ce soit à l'échelle de différentes nations, différents continents. Et pour ça, il faut une volonté politique. Et les grandes avancées qui ont été faites, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, certes après des barbaries et des drames horribles, euh, elles ont été faites par une volonté politique. Et c'est là qu'il y a eu des grandes constructions avec des avancées de fonds extrêmement fortes. Donc je pense qu'il va y avoir ces avancées-là. Ce que j'espère, c'est qu'il ne faudra pas une guerre nucléaire pour en arriver là, ce qui n'est pas à exclure. Pour la petite histoire, il se dit, je dis bien il se dit que dans le troisième secret de Fatima, il parle de ces sujets-là. Euh, Moi, c'est de la poésie, hein, j'entends. On ne fait pas d'ésotérisme ou de religion, on fait de la poésie. Il se dit que c'est un sujet qui est abordé, et il se dit aussi que dans ce secret, il serait dit que l'humanité a le choix. Et donc, si l'humanité a le choix, bah, essayons plutôt de construire un olympisme économique et financier que des confrontations guerrières qui pourraient aboutir à des choses très indigestes. Donc, pour l'ensemble de l'humanité. Donc, moi, comment je vois les choses, j'ai envie d'avoir l'espoir qu'on arrive à avoir des pierres de Coubertin de l'économie et de la finance, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les religions, les couleurs de peau. Je pense qu'on peut le faire parce que les technologies permettent de le faire. Après, est-ce qu'on va réussir à le faire? Nous verrons. Pas de boule de cristal. Pas de boule de cristal, bah, effectivement, j'espère aussi personnellement qu'on n'aura pas besoin d'une grosse guerre nucléaire pour réaliser qu'il est temps, que ça allait trop loin et de faire s'asseoir tout le monde à une table pour pouvoir faire ce fameux olympisme pour décider de la suite, quoi. Donc, à voir, on va arriver sur la fin de l'interview. Yann, merci pour ton temps, c'était très passionnant. Merci. Je te Merci souhaite à une bonne toi. fin de journée. Même chose pour toi. À bientôt.